chaque année, la Gambie a célébré le 53e anniversaire de son indépendance de l'Empire britannique. À cette occasion, une cérémonie s'est déroulée à Banjul, la capitale, avec une série de défilés dans l'enceinte du McCarthy Square. Cette cérémonie coïncide désormais avec le changement de régime qu'a connu la Gambie le 18 février 2017, lorsque le nouveau président Adama Barrow a prêté serment dans le pays, mettant fin à 22 années de dictature de l'ex-dirigeant Yahya Jammeh. Il s'agissait également pour le nouveau président de faire à cette occasion un premier bilan face aux Gambiens. Dans son discours marquant le 53e anniversaire de l'indépendance du pays, le président Adama Barrow a prôné l'unité et a surtout voulu rassurer les Gambiens qui commencent à s'impatienter pour certains. Chakaria a 5 mois. Depuis quelques semaines, elle s'entraîne pour rejoindre une unité canine dans le parc du Masai Mara. D'un pas assuré, elle renifle dans les hautes herbes jusqu'à trouver un ranger caché dans la savane qui joue le rôle d'un braconnier. Chakaria fait partie des favoris. Elle possède ces traits de caractère bien particuliers qui font un bon tracker. Des chiens actifs qui aiment manger, beaucoup jouer, des choses comme ça. Mais comme je l'ai dit, la génétique et la conduite est ce que nous recherchons, la bonne conduite pour faire le travail. Cette unité canine est devenue essentielle à la lutte contre le braconnage dans le triangle du Mara dans le sud du Kenya. Si le trafic d'ivoire retient l'essentiel de l'attention, le principal défi du parc est la lutte contre le trafic de viande d'animaux sauvages. Gazelles, impala, gnous ou encore girafes, les braconniers tuent ces animaux par centaines. Ils utilisent en général des collets métalliques ou aussi chassent les animaux jusque dans les vallées. Ils utilisent des machettes, des épées et des pangas pour les découper. Les braconniers utilisent aussi des pièges qui sont neutralisés par centaines jusqu'à 500 par jour. Le trafic de viande de brousse atteint un niveau critique que dénonçait dès 2014 un rapport du gouvernement kényan. L'unité canine existe depuis 2009. Aujourd'hui, elle compte 4 chiens trackers et 2 chiens détecteurs postés aux entrées du parc pour repérer des armes ou de l'ivoire dans les voitures. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons réussi à attraper plus de 4000 braconniers ces 18 dernières années. Donc ça montre les efforts que nous avons faits. Sans ça, nous pourrions avoir des milliers d'animaux morts. Il ne reste plus que quelques semaines aux 5 chiots pour faire leurs preuves. Tous les jours, ils doivent suivre un entraînement strict pour apprendre à bien maîtriser les odeurs et devenir à terme une arme efficace anti-braconnage. La défense du maire de Dakar, Khalifa Sall, a réclamé ce lundi une annulation de la procédure Essa Relace, et ce, alors que le parquet a requis contre lui et le directeur administratif et financier de la ville de Dakar une peine de 7 ans de prison ferme et une amende de 5,49 milliards de francs CFA, soit 8,37 millions d'euros. Pour sa part, l'État du Sénégal réclame plus de 10 millions d'euros de dommages et intérêts au maire et à ses co-accusés. Pour mémoire, Khalifa Sall, 62 ans, et ses co-prévenus sont jugés pour le détournement présumé de 1,83 milliard de francs CFA, soit 2,8 millions d'euros, prélevés selon l'accusation pendant plusieurs années dans les caisses de la mairie. Ils sont aussi accusés de faux et usage de faux en écriture de commerce, faux dans les documents administratifs, escroquerie portant sur les deniers, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et complicité de détournement de deniers publics. Mais pour le maire Khalifa Sall, ce procès vise avant tout à l'empêcher de se présenter face au président Macky Sall lors de la présidentielle de 2019. La dépouille de Morgan Tsvangirai, le chef de l'opposition décédé la semaine dernière, des suites d'un cancer, a été transportée ce lundi du quartier général du MDC jusqu'à la place Robert Mugabe du nom de l'ancien président zimbabwéen et rival historique de Morgan Tsvangirai. Venu lui rendre hommage, la foule était vêtue de rouge, la couleur du MDC. Morgan, vous êtes notre héros africain. Vous êtes un héros de la démocratisation de l'Afrique. Je suis attristée par la mort de Tsvangirai. J'ai dû venir rendre un dernier hommage à la famille. C'est le héros du peuple. Morgan Tsvangirai sera enterré ce mardi. Mais avec sa mort, le MDC est pourtant au bord de l'explosion alors que des élections parlementaires et présidentielles sont prévues d'ici au mois de juillet prochain.
En effet, des rivalités entre les trois vice-présidents ont ouvert un boulevard au nouveau chef de l'État Emmerson Mnangagwa et à son parti la ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Nandi Kanu avait peu à peu rallié au sein de son mouvement des milliers de partisans du sud-est du Nigeria marginalisés depuis sa sortie de prison en mars 2017. Mais introuvable depuis lors, son épouse et les membres du mouvement biafrais IPOB racontent tous la même histoire. Ils ont vu le chef du groupe indépendantiste Igbo pour le Biafra pour la dernière fois le 14 septembre 2017, peu avant un assaut des militaires nigérians contre sa résidence dans la ville d'Umuahia. Le lendemain, le mouvement IPOB était classé groupe terroriste par les autorités. Depuis, le charismatique animateur de Radio Biafra, une antenne basée à Londres, poursuivi pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État, ne s'est jamais présenté à son procès depuis mi-octobre. Cette absence alimente d'innombrables rumeurs sur l'endroit où il se trouve. Ses proches accusent l'armée de le détenir en secret, ce que les militaires démentent. « Je suis inquiet », a déclaré Ifeanyi Ejiofor, son avocat. « Je ne suis pas en mesure de dire où se trouve mon client. Je ne sais même pas s'il est en vie. » Un ancien gouverneur de l'État d'Abia avait un temps affirmé que Nandi Kanu, qui possède la double nationalité, avait fui en Grande-Bretagne. Mais l'ambassade britannique a réfuté ces allégations. La prochaine audience est prévue le 28 mars devant le tribunal d'Abuja, la capitale nigériane. Et les 3 personnes qui se sont portées caution pour Nandi Kanu sont d'ailleurs convoquées afin d'expliquer les raisons de ces absences successives. Dénoncer l'absence sécuritaire continue et délibérée qui prévaut dans la ville de Redaïef depuis que le commissariat a été incendié fin 2017 lors de mouvements sociaux. Voilà l'objectif poursuivi par les branches locales du puissant syndicat UGTT et du patronat UTICA en appelant à une grève générale dans la ville de Redaïef. En réponse à cet appel, quelques dizaines de manifestants ont défilé dans les rues principales de la ville en scandant « L'emploi n'est pas une faveur, les gouvernements se succèdent et RDF est toujours oublié ». Augmenter le cercle du crime organisé et la noyade de la ville dans le chaos total, c'est ce qui a mis les activités sur la mauvaise voie, y compris l'éducation. Nous avons été contraints à une grève générale, parce que la grève générale n'est pas le but. C'est malheureux et bouleversant pour nous de bloquer les services de notre peuple à RDF. Conséquence de cette grève générale, les commerces sont restés fermés toute la journée ce mardi, tout comme les institutions publiques. Seules les pharmacies et les urgences de l'hôpital étaient ouvertes. L'activiste zimbabwéen Evan Mawarire a émis des doutes ce mardi sur la régularité de la prochaine élection présidentielle annoncée par le président Emmerson Mnangagwa qui a pris la tête du Zimbabwe après la démission forcée en novembre dernier du président Robert Mugabe au terme d'un règne sans partage de 37 ans. It's very difficult for me to believe the new president when he says that the Il est difficile pour moi de croire le nouveau président quand il dit que les prochaines élections seront libres, justes et crédibles, en raison de problèmes hérités du passé. Ce sont des gens qui, au sein de leur propre parti, ne connaissaient rien d'autre que de truquer les élections et la violence et l'intimidation, et il m'est difficile de penser qu'en 2 mois, ils ont pu réorganiser tout leur système. Il a tenu ses propos lors d'un entretien réalisé en marge de la conférence Geneva Summit à Genève, réunissant des activistes et défendeurs des droits de l'homme du monde entier. Acteur emblématique de la fronde anti-Mugabe qui avait secoué le pays en 2016 avant d'être violemment réprimé, Evan Mawarire avoue qu'il pense à la politique, mais pas pour la présidentielle. Ce pasteur de 40 ans estime également que le nouveau président et son administration ont beaucoup parlé d'affaires, mais peu sur les libertés des gens. Je pense que nous arrivons à ces 100 premiers jours et il y a beaucoup de questions sur les changements structurels en ce qui concerne la loi, l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Ils ont beaucoup parlé affaires, mais peu sur les libertés des gens. La justice ayant estimé qu'il n'y avait pas de preuves qu'il a incité à renverser par la force le gouvernement de l'ancien président Robert Mugabe,
Le pasteur Eval Mawarire a été relâché fin novembre. Des heurts ont éclaté ce jeudi à Dapchi, dans le nord-est du Nigeria, entre forces de l'ordre et habitants, qui réclamaient des nouvelles des 111 élèves de l'internat pour filles de Dapchi, toujours portés disparus, après une attaque de Boko Haram. Leur disparition a ravivé la crainte d'un nouveau Chibok, du nom de la ville de l'état voisin de Borno, où Boko Haram avait enlevé 276 élèves de l'internat en avril 2014, provoquant une vague d'indignation mondiale. Pendant sa visite dans la résidence du chef de la communauté, le gouverneur de l'état de Yobe a finalement expliqué ce jeudi aux parents des élèves manquantes qu'elles n'avaient pas été sauvées par l'armée, comme l'avait annoncé son porte-parole la veille au soir. Ce qui s'est passé dans l'état de Yobe est choquant. C'est décourageant et c'est épouvantable. C'est un sentiment terrible. Nous éprouvons un sentiment terrible vis-à-vis de cet incident, parce qu'il nous rappelle celui d'avril 2014, lorsque les filles Chibok ont été enlevées. Nous ne nous sommes toujours pas remis de cette tragédie. Il y a encore 112 filles captives, et voilà ce qui nous tombe maintenant dessus. Il y a de quoi se demander si nous avons tiré les leçons de l'enlèvement qui a eu lieu en avril 2014 et pourquoi ce mouvement existe. Ce que nous pouvons dire clairement désormais, c'est que nous avons travaillé avec Inaudible pour établir combien de personnes ont été enlevées. Ce que nous savons pour le moment, c'est que nous ne pouvons pas trouver certains élèves. Après l'enlèvement des filles ce lundi, le président nigérien Muhammadu Buhari a demandé à plusieurs ministres de son gouvernement de se rendre dans le nord-est du pays pour une mission d'enquête. Quelques 2500 ouvriers inquiets de l'avenir de leur entreprise ont cessé le travail dans une mine de charbon appartenant à la sulfureuse famille Gupta. Les grévistes de la mine Optimum, située à Ndrina, dans la province de Mpumalanga, veulent être informés de la situation de leur entreprise qui aurait été revendue à un nouveau propriétaire. Ils veulent également toucher les salaires qui leur sont dus. Nous sommes ici à cause de la frustration de l'employeur envers nos membres, à cause de la question des salaires. Nous ne savons pas si nous allons être payés. La question des engagements du plan de travail social. La question autour du non-paiement des fournisseurs qui est de près de 29 millions. La question des autres fournisseurs qui ont été arrêtés parce qu'ils ne sont pas payés par l'employeur. La question autour de la durabilité de l'entreprise, comme leur banque qui est Baroda a annoncé qu'il quitte le pays d'ici la fin du mois de mars. Dites-nous où est l'avenir d'Optimum. Pour ce qui est des paiements de demain, comme vous le savez, nous vous avons payé depuis le début, depuis janvier et même jusqu'au 15 de ce mois-ci. Nous vous avons versé vos paiements provisoires. Pour les salaires de demain, croyez-moi, l'équipe est occupée à avoir une discussion maintenant avec les banques. Ils sont occupés à avoir une discussion maintenant avec les fournisseurs afin que cet argent puisse être libéré. Je pourrais vous mettre à jour. Je crois que nous y parviendrons, mais je ne peux pas aujourd'hui m'engager à quoi que ce soit sans en être sûr à 100%. La famille Gupta et Duduzan Zuma, le fils de l'ancien président Jacob Zuma, ont acheté la mine au groupe Glencore pour 2,15 milliards de rand, soit environ 149 millions d'euros en 2015. Mais ils ont annoncé en 2017 vouloir vendre la mine à l'entreprise Shell King SA, basée en Suisse.